Elle a laissé son empreinte dans l'histoire du Burkina. Elle est une mémoire vivante de notre nation, femme de plume et de craie, figure emblématique de la culture et de l'enseignement. Elle a contribué par son savoir, sa passion et son engagement à forger les esprits, mais aussi à transmettre les valeurs de notre société. Et elle, c'est Madame Bernadette Sanou Nedao. Bonjour Madame Sanou. Bonjour. Et merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venue chez nous aussi. D'accord. Aujourd'hui, dans l'émission Ils ont marqué l'histoire, nous allons parler de vous et de votre parcours professionnel. Mais avant d'y revenir, nous allons suivre une brève présentation de votre personne. De la discrétion des salles de classe à la lumière des institutions ministérielles, elle a traversé les époques avec une constante, celle de défendre la culture, l'unité et la dignité. Bernadette Sanou, née Dao, à Banguida, au Mali, élève au collège Notre-Dame de Kolonaba à Ouagadougou, elle obtient son baccalauréat en 1972, puis elle poursuit ses études de littérature et de linguistique aux États-Unis et en France. De retour dans son pays d'origine, elle devient enseignante de français, responsable du service de linguistique, appliquée puis directrice de l'Institut pédagogique du Burkina. Madame Sanou a occupé plusieurs postes ministériels. Elle a été ministre de la Culture du Burkina Faso dans le dernier gouvernement de Thomas Sankara. Elle est auteure de plusieurs œuvres, notamment La femme du diable, La crèche pour enfants, Dernière épouse, Poésie pour enfants et tant d'autres. Elle est lauréate du prix Jean Cocteau de poésie en 1995 pour son recueil Code-part et symphonie. Membre de plusieurs associations telles que Ntemi Gimbi, Bernadette Dao lutte pour la protection des femmes et des enfants. Madame Sanou est officier de l'Ordre national. Alors, Madame Sanou, est-ce que cette vidéo reflète réellement qui vous êtes ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à corriger? Oui, merci. Je pense que c'est essentiellement cela. Je suis effectivement née au Mali. Toute notre famille est née au Mali. Et puis, nous sommes rentrés au Burkina Faso, en Haute-Volta, donc à l'époque, quand notre père a pris sa retraite, quoi. Voilà. Peut-être juste corriger le titre, c'est la crèche du petit Mohamed, c'est pas la crèche des enfants. D'accord. Puis pour les études, c'est Dakar, le Sénégal, les États-Unis et la France. D'accord, merci beaucoup. Alors, après vos études, vous avez été enseignante de français. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement? Disons que j'ai été intégrée à la fonction publique en tant qu'enseignante des lycées et collèges. Mais je n'ai pas vraiment enseigné dans les classes en tant que telle. Dès mon entrée à la fonction publique, j'ai été affectée à l'Institut pédagogique du Burkina et je me suis toujours occupée à cet endroit-là de la production des manuels scolaires, des programmes de formation et d'enseignement et puis donc tout ce qui est le contenu de l'enseignement, les livres, les programmes, les ressources humaines, la formation des ressources humaines et l'animation de revues pédagogiques et de radios scolaires. Voilà ce à quoi je me suis, pas que j'y avais directement la main, en tout cas pour ce qui est de la revue pédagogique et de la radio scolaire, mais comme j'étais la responsable de l'institution à l'époque, donc j'assurais la coordination de ces choses-là. D'accord. Et au-delà de cela, vous êtes écrivaine précisément, de poétesse et de novelliste. Et qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture? Disons, c'est les faits sociaux, la société autour de nous. Vous savez, il y a tellement de... il faut juste regarder la vie des gens et puis se regarder soi-même, regarder l'histoire du pays. Il y a tellement de choses à dire. C'est un peu ça. C'est de là que je tire donc les sujets que j'aborde dans mes différentes productions. Par exemple, la crèche du petit Mohamed, ben voilà, la crèche, c'est une histoire de crèche de Noël.
Vous savez que dans notre pays, à Noël, tous les enfants construisent des crèches. Et donc Mohamed, qui est là en face de nous et que je peux vous présenter à la sortie si vous voulez, il avait envie de construire, comme tous les enfants, une crèche de Noël chez lui. Mais comme il s'appelle Mohamed, les Mohamed, en tout cas, il n'a pas rencontré l'accord de ses parents, n'ont pas été d'accord qu'il construise la crèche chez eux. Et donc, il rentrait toujours chez nous pour construire cette crèche en disant, je viens construire la crèche avec mon ami, mon fils. À l'époque, ils avaient quoi, entre 6 et 8 ans. Et puis voilà, donc je me suis dit, voilà un enfant qui voulait juste jouer à un jeu d'enfant, mais son nom a constitué la barrière, et ça, ce sont des choses dont il faut que nous ayons conscience et que nous essayons de redresser, quoi. Voilà. Et en plus de la crèche de Mohamed, il y a également la femme du diable. La femme de diable. De diable. Et pourquoi la femme de diable? Pourquoi ce titre? C'est le titre c'est le titre de la nouvelle. En réalité, vous savez, dans nos sociétés, encore une fois, c'est un fait c'est des croyances sociales. Il y a ce qu'on appelle des maris de nuit. Oui. Donc des femmes qui sont soi-disant des épouses d'esprits de nuit, et ces esprits-là les empêchent d'avoir une relation normale avec les autres hommes. Oui. Et donc elle était comme ça, la femme du diable, la femme de diable, comme je dis. J'ai appelé le personnage diable. Dans l'histoire, il s'appelle Negeblé. Le fait qu'elle avait cette relation, soi-disant, elle ne pouvait avoir de relation régulière avec personne, et surtout, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant tant qu'elle ne s'unirait pas donc au diable. Ce qu'elle a fini par faire parce que son désir d'avoir un enfant était trop grand. Donc, encore une fois, c'est pour attirer l'attention des gens sur ces croyances-là qui créent pas mal de soucis, pas mal de désagréments aux femmes notamment, et à d'autres niveaux aussi. Hein. Mais moi, je connais le cas des femmes puisque c'est à ça que je m'intéresse le plus. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez parlé tantôt d'une femme qui était en quelque sorte hantée par les esprits de mari de nuit. Et qu'est-ce qui peut engendrer cela? Est-ce que c'est dû aux habillements ou... Mais non, je sais pas. Ben ça, personnellement, je suis incapable de donner l'origine de ces choses-là. Mais les gens croient fermement qu'il y a des femmes qui sont possédées par des maris de nuit, comme il y a des hommes qui sont hantés par des femmes de nuit, et que ça perturbe sérieusement leur vie. Pour le cas de cette femme, non seulement elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais dans la vie réelle, c'est une femme qui n'a jamais pu se marier. À l'heure où je vous parle, elle est là. On a le même âge. Hein? Elle n'a jamais pu se marier parce que les gens sont convaincus et le disent qu'il faut qu'elle ait épousé au moins 3 hommes qui décèdent successivement pour qu'elle puisse rester dans un mariage. Alors avec des croyances comme ça, vous voyez, voilà. C'est un peu compliqué. Vous avez également publié un livre pour enfants sous le pseudonyme de Ma Dao. C'est la crèche du petit Mohamed. Ah, ok. C'est la crèche du petit Mohamed. Oui. Ma Dao, parce qu'à la maison, les enfants m'appellent Ma. Donc, pour qu'ils se reconnaissent un peu, comme c'est pour eux que j'écrivais le livre, alors j'ai pris le nom de Ma Dao. À la maison, on m'appelle Ma. Ok. Alors, comment la poésie peut-elle jouer un rôle dans l'éducation et la transmission des valeurs culturelles? Bon, comme tous les écrits, hein, la poésie véhicule des émotions, des choses auxquelles nous croyons, des idéaux que nous voulons partager
Et c'est dans cet esprit-là, à mon sens, qu'ils peuvent, elle peut influencer un peu le comportement ou en tout cas inspirer des comportements citoyens et des agissements, voilà. Si je prends ce recueil Poésie pour enfants, il y a ce poème intitulé Liberté. Et j'ai dit ceci: j'ai de ce mot une idée bien à moi, une idée d'enfant sans doute, une idée bien à moi, car j'y vois bien, moi, toutes les semences de maman. Tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu mentiras encore moins, tu n'envieras pas ton copain et ne seras pas méchant. J'ai dit mon idée à Issa, mais il en a ri. Liberté, jamais bien pourtant, moi. J'y vois pourtant, moi, toutes les semences de maman. Donc voilà, c'est clair. Tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu ne mentiras encore moins, tu n'envieras pas ton copain, etc. Donc, ce sont des ceci et cela. Je veux ceci, je veux cela. Et encore ci, et encore ça. On m'a donc donné ceci, on m'a donc donné cela. Et encore ci, et encore ça. À vouloir tenir sur mon cœur et ceci et cela, j'ai mal serré ci, j'ai mal serré ça. Alors ceci m'a échappé et cela est tombé. J'ai été bien attrapé et me suis trouvé gros Jean comme devant. Pour dire aux enfants, n'ayez pas, ne voyez pas plus gros que vos yeux, pour ainsi dire, comme dit l'adage, qui trop embrasse mal étreint. C'est un peu donc ce genre d'idées, d'idéaux, de comportements citoyens que nous voulons donc promouvoir à travers les différents écrits. La poésie au Burkina est valorisée. Je vous laisse répondre. Vous savez, les écrits, il n'y a que les lecteurs. Nous estimons que ça vient. Les gens s'intéressent de plus en plus, mais c'est sûr que le livre est forcément moins visible que la musique. Comme j'ai eu à le dire dans une émission, la musique, elle s'impose à vous. À défaut de l'écouter, vous l'entendez, en tout cas. Quand Floby chante, tout le monde entend Floby. Mais Bernadette Dawo, bon, je ne me prends pas pour exemple, Adissa Sanoussi qui a écrit tellement de romans, tellement de beaux livres. Sophia Idikam, Monique Ilboudo, toutes ces grandes dames-là, ben, non, on ne les connaît pas tant que on ne décide pas, c'est vraiment une décision d'aller chercher le livre, de l'ouvrir, de se mettre à le lire, c'est comme si on décide de venir frapper chez quelqu'un, de rentrer chez la personne et puis donc de s'asseoir et bavarder. Alors, ça ne s'impose pas, c'est une décision personnelle, c'est vraiment, comment je vais dire, je me répéterai, c'est vraiment, il faut décider de le faire. Alors que la musique, vous passez dans la rue, quelque chose passe, vous l'entendez à défaut de vouloir l'écouter, voilà. Alors c'est ce qui fait que le livre a peut-être un tout petit peu moins de chance en termes d'audience, mais ce n'est pas l'intérêt qui manque, c'est pas l'intérêt qui n'est pas là, c'est juste que l'audience est une audience vraiment de personnes qui veulent créer cette audience, qui sont décidées à le faire, et en ce sens, je crois qu'il faut saluer les efforts du gouvernement et comme ceux des privés qui créent des espaces de promotion littéraire, la philo étant la plus grande tribune pour nous d'expression littéraire. Et puis il y a toutes les initiatives autour de cela. Vous avez le SLAC à Koudougou, le Salon du livre africain de Koudougou. Vous avez notre association aussi, l'association Modèle, qui a créé en 2023 l'Expo Deutéré, qui est une exposition de livres, et puis tellement d'autres à travers le pays. Voilà. Donc ces espaces-là permettent de faire connaître un peu plus les livres, les dédicaces, etc. Mais encore une fois, il faut absolument le créer. Voilà. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il faut surtout motiver la génération d'aujourd'hui à lire.
parce que effectivement, peu de jeunes aujourd'hui lisent. Est-ce qu'il ne faudrait pas, surtout au niveau des écoles primaires, commencer à apprendre, parce que c'est vrai, on le constate dans certains établissements, mais à d'autres, c'est à partir de la quatrième, surtout au niveau des lycées, c'est à partir de la quatrième qu'on commence à faire les exposés et à pousser les élèves à aller vers les livres. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer plus tôt, surtout peut-être? Je crois qu'il faut faire très attention. Oui, l'école doit le faire, mais où sont les parents? Où sont les parents? Donnez le goût de lire à votre enfant avant qu'il n'aille à l'école. Combien sont-ils à acheter des livres pour leurs enfants? Combien sont-ils à essayer d'inscrire leurs enfants dans des espaces où on peut trouver des livres? Les bibliothèques, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a des espaces de lecture pour que, bref, les mettre en contact avec le livre et par-dessus tout leur donner l'exemple de la lecture. Ce n'est pas que les jeunes qui ne lisent pas. Même nous les adultes, c'est très rare de venir voir un papa assis dans son salon avec un livre, la télé fermée, en train de lire pendant que ses enfants étudient leurs leçons. Ça, c'est pratiquement ubuesque, quoi. Donc, c'est vous dire, oui, les jeunes sont accrochés à leur téléphone, mais les parents aussi. Donc, il faudrait qu'on fasse un effort de part et d'autre pour, comme réhabiliter, le terme n'est peut-être pas bon, mais c'est un peu l'esprit. En tout cas, redonner une place plus importante à la lecture. Ne serait-ce que la lecture, enfin je dis ne serait-ce que non, que les journaux m'inspirent, mais au moins, il y a tellement de bons journaux autour de nous. Voir juste un papa assis dans son salon avec un journal de la place. Vous savez, les enfants, comme on dit, hein, l'enfant apprend par l'exemple. De voir papa et maman toujours en train de feuilleter les journaux, il va juste avoir la curiosité d'aller prendre lui aussi un petit truc et l'ouvrir et essayer d'écrire, etc. Donc, avant l'école, il y a la responsabilité des parents. Après l'école, il y a la responsabilité des parents. Oui, à l'école... L'école a ses programmes et je vous assure, à l'école, on fait le maximum pour que les enfants aillent vers la lecture, qu'ils aiment la lecture. On leur apprend à lire hein, et à comprendre ce qu'ils disent. Mais encore faut-il qu'ils en aient le goût. Et le goût, ça se cultive en amont comme en aval. Et ça, c'est pas seulement le rôle de l'école. Actuellement, les parents, souvent, partent aller au service, d'autres reviennent carrément. Il ne faut même pas me parler du temps parce que quand on dit qu'on n'a pas de temps pour quelque chose, c'est que ça ne vous intéresse pas. C'est très simple. Je dis toujours, ce qui vous intéresse sérieusement, vous trouvez toujours du temps pour. Surtout l'affaire de suivre les enfants, les faire lire, etc. Non, non. On peut pas, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps de vous occuper de voir comment vos enfants interagissent avec leurs documents à la maison. Ça, c'est... Voilà. D'accord. Et entre un recueil de poèmes et un roman, quel est le plus facile à écrire? À écrire? Et qu'est-ce qui est le plus facile à écrire? Je ne sais pas. Ça dépend des écrivains. Il y en a qui écrivent... j'ai rencontré il y a plus d'une... Il y a près de 40 ans à ce jour, hein, un mécanographe. Il vivait c'est de ça qu'il vit pour gagner sa vie, c'est à partir de ça qu'il fait de l'argent. Hein. Mais voilà quelqu'un qui avait, au moment où je le rencontrais, il avait déjà écrit 3 recueils de poèmes en vers alexandrin et rimés, ce que moi je ne pourrais jamais faire. Donc, qu'est-ce qui est plus facile? Ça dépend vraiment de l'inspiration et de la personne. Il y en a qui écrivent spontanément de la poésie, il y en a qui écrivent plus facilement de la prose, un roman, des nouvelles, voilà. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas en langue? J'ai écrit en langue nationale. J'ai un recueil de poèmes qui a été primé en 1984. Voilà. Donc j'écris. Et puis il y a tous les livrets en langue nationale du lac que nous avons eu à écrire en son temps, quand on avait instauré l'enseignement de langue nationale de 79 à 84.
Donc tout ce qu'il y a comme documentation en Djoula, j'étais impliquée dans la production pour dire que je peux écrire en Djoula et que je le fais. Je peux vous présenter un poème que j'ai écrit il y a 6 mois, Yerelako. Donc voilà. Yerelako. Et qu'est-ce que cela veut dire? Yerelako, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on le fait pour soi. Donc il faut être prudent dans ce qu'on fait parce que il y a du manque, 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 il y a oh là, anyuma emi Yerelako là, il y a la ko du manque, mana ko ke avec segima. Effectivement. Bon, c'est l'esprit. Maintenant, le poème est écrit autrement. Voilà. D'accord. Et de 86 à 87, vous avez été la dernière ministre de la Culture du Burkina de Thomas Sankara. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans les circonstances dans lesquelles vous avez été nommée à ce poste? La dernière, je ne sais pas, c'est qu'après ça, Sankara n'était plus là. Tout simplement, puisqu'il est parti en 87. Moi, j'ai été ministre de 86 à 87. Bon, ben, voilà. Comment j'y ai été nommée, je ne sais pas. On est venu me dire, je pense que c'était un soir, j'étais avec ma collègue à écrire le livre Lire au Burkina. Et puis, quelqu'un que je connaissais est venu me voir en me disant on nous a demandé de proposer le nom d'une personne pour être ministre parce qu'on veut créer, le président il veut créer un poste de ministre de la Culture et il voudrait confier ce poste à une femme. Et nous avons pensé à vous. Qui était ce nous? Je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas c'était des gens de l'entourage du chef de l'État, du camarade président. Et donc, effectivement, quelques temps après, il m'a fait appeler et puis il m'a dit comme ça, j'ai décidé de créer un ministère de la Culture et de te nommer à la tête de ce département. Voilà. Ça n'a pas été, est-ce que, bon ben, ça a été, j'ai décidé de créer. Pas que ça a été imposé, mais je veux dire, c'était vraiment, pour moi, c'est comme si, voilà, il y a une décision extrêmement importante qui vient d'être prise et on a décidé de vous associer à cette décision. J'étais absolument honorée. Bref, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de... comme on dit, rentrer, sortir ici, ça a été un contact direct comme ça. Et puis, je suis venue donc au ministère de la Culture. On créait le ministère pour la première fois. Sinon, avant ça, il y avait bien une administration de la culture. Il ne faut pas croire que nous sommes venus, avant moi, il n'y avait rien, et après moi, non, pas du tout. Il y avait du travail qui avait été fait sur... dans le domaine culturel, nous avons simplement bâti sur ça pour en faire un ministère. Et voilà. Comment est-ce que vous percevez l'impact culturel de la révolution sur le Burkina aujourd'hui? Oh, je pense que l'engouement pour la culture a toujours été présent au Burkina Faso. C'est vrai que les choses ont été un peu amplifiées sous la révolution et je pense que ça continue. Voilà. Ça continue, les choses sont de mieux en mieux organisées et puis le bureau burkinabé des droits d'auteur joue parfaitement son rôle pour la régulation et toutes ces choses-là. Et puis le ministère de la Culture, sincèrement, pour une administration en charge de la culture, je trouve qu'ils sont vraiment costauds, quoi. Excusez-moi d'utiliser ce... Voilà. Parce que sous d'autres cieux, c'est les privés qui ont ce secteur en main et qui font mousser la chose. Ici, c'est vraiment l'administration culturelle qui travaille beaucoup. Bien sûr, il y a les privés qui créent des événements. Il y a tellement d'événements culturels qui sont là. Mais je pense que le rôle moteur du ministère de la Culture est loin d'être négligeable et il faut le saluer fortement. Notre pays a ceci de particulier qu'on ne peut parler
ni en bien, ni en moins bien de quelque chose sans qu'on ne soit ni pour ni contre ou qu'on soit en train de... Alors que non, on ne fait que dire ce qui est la réalité. Donc le ministère, je crois quand même, avec de grands festivals comme la Philo, le FESPACO, la SNC, bon, dans une certaine mesure aussi le CIAO, même si le CIAO ne relève pas du ministère de la Culture, le CITO. Non, mais c'est beaucoup de moyens, et je ne parle pas seulement des moyens matériels et financiers. C'est une mobilisation humaine extraordinaire. En tout cas, c'est une très grosse locomotive qui est très dynamique. Et moi, je pense que nous n'avons rien à envier à d'autres pays. Voilà. Madame Sanou, c'est sur ces mots que nous allons mettre terme à la première partie de notre émission. Et à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, nous étions avec Madame Bernadette Sanou Medao. Elle est écrivaine, elle fait également de la poésie. Et avec elle, nous avons échangé sur son parcours professionnel. C'est sur ces mots également que nous allons mettre fin à cette première partie. Et on se donne rendez-vous le samedi prochain pour la suite du moins de votre émission, toujours avec Madame Sanou.